bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque mardi pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui dans l'émission nous allons parler d'un thème assez important qui concerne les jeunes mamans. Après cette merveilleuse expérience que donner naissance à un enfant, beaucoup de mamans, 80% des mamans, font ce qu'on appelle un baby blues et pour certaines c'est complètement une dépression postpartum. Alors on va en parler aujourd'hui avec nous pour en parler, Dr Amel Bendahou, vous êtes psychiatre et thérapeute de famille, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Mounia. Merci de m'avoir invitée. Alors, la grande majorité des mamans vivent un baby blues après l'accouchement, une période de fragilité extrême, marquée par des pleurs et des découragements et une grande fatigue. La plupart du temps, les choses rentrent dans l'ordre au bout de quelques jours. Mais pour d'autres femmes, le mal s'installe. On parle alors de dépression postpartum. Alors, que faire pour aider ces mamans et leurs bébés? C'est à vous qu'on va poser toutes ces questions aujourd'hui, docteur. C'est quand même difficile cette expérience de baby blues ou de dépression postpartum. Évidemment, toute forme de vulnérabilité, de fragilité sont toujours, nous interpellent toujours. Simplement dans le baby blues, c'est une période classique, connue. Alors, on va définir déjà ce que c'est que le baby blues. Le baby blues, on l'appelle aussi le syndrome du troisième jour. Oui. C'est un moment physiologique où la maman peut se retrouver dans un contexte, dans un état de vulnérabilité, d'anxiété, d'irritabilité, à cause du chute brutale du taux d'hormones, d'avoir un enfant comme ça, et puis une vie utérine, et de transporter un être humain. Et puis tout d'un coup, cet être humain, même si on a le grand bonheur de le voir et de le toucher, d'être en contact avec lui, et c'est vrai que le corps doit se réhabituer à une autre forme de stabilité. Le baby blues, c'est du 3e au 15e jour, et en général, il ne nécessite pas de prise en charge. Et on appelle ça chez nous une nefsa. Une nefsa, c'est une maman fragile qui vient de donner naissance à un enfant, qui est entourée de rituels. On fait le 3e jour, le 7e jour, ainsi de suite. Donc il y a un tas de rituels. Et toute la famille qui est là. Toute la famille qui est là, qui s'occupe. Il ne faut pas lui faire peur, traditionnellement. Il ne faut pas l'énerver, ainsi de suite. Donc vraiment, tous les aspects culturels et traditionnels qui sont magnifiques chez nous, d'entourer cette maman de beaucoup de précautions afin que ce syndrome du 3e jour, qui peut s'étaler jusqu'au 15e jour et qui ne nécessite pas de prise en charge, sauf celle d'amour, d'affect. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours le monde des bisounours, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais en général, c'est ainsi. Jusqu'au 40e jour, elle peut faire ce qu'elle veut. Après, on verra bien pour le reste. Et la dépression postpartum? La dépression postpartum, c'est quand même un peu plus compliqué. On est déjà dans le trouble. Donc, est-ce que cette dépression du postpartum arrive sur... C'est des contextes vraiment. Est-ce qu'elle arrive sur une personnalité fragile qui a déjà consulté? Et dans ce cas-là, quand il y a des symptômes comme des intérêts, surtout ce qui nous intéresse nous en tant que thérapeutes, c'est en même temps que la détresse de la maman, c'est le désintérêt pour l'enfant. Et l'enfant vient d'arriver, tous les signes de désintérêt nous interpellent tout de suite. Et donc on doit s'occuper de la maman pour que l'enfant se porte bien et reçoive les bons signaux. Et la maman souvent culpabilise de ne pas ressentir de lien avec son enfant, souvent. Évidemment, c'est des choses intrinsèquement terribles. Jusqu'au moment où, quand les symptômes deviennent importants, on a un désintérêt total et beaucoup de panique de l'environnement et de l'entourage parce qu'on dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Comme dans la nature, elle ne s'occupe pas de son enfant. Voilà. Bon, il y a toujours des relais chez nous. Donc, quand il y a une personnalité fragile sous-jacente, c'est en même temps difficile, mais c'est en même temps plus facile parce qu'il y a déjà eu une consultation, un thérapeute, et on prend rendez-vous rapidement. Et la patiente consulte. Quand c'est tout nouveau, quand c'est le premier épisode lié réellement au postpartum, il y a d'autres facteurs. Alors ils sont multiples évidemment les facteurs. Les facteurs précipitants, on appelle ça les facteurs précipitants. Ils sont multiples. Il y a la relation
bon, on a parlé de l'état de la maman elle-même, ensuite du contexte dans lequel elle vit. Est-ce qu'elle vit avec la famille d'origine? Est-ce que la relation avec la famille d'origine est bonne? D'accord. Est-ce qu'elle... Donc tout ça joue quand même sur ce sont des facteurs importants. Importants pour une dépression postpartum. Voilà. On continue dans un petit moment. On va regarder d'abord un sujet sur ce sujet-là, justement. Et on revient tout de suite après. Donc, c'est un sujet de Leila Djibour qui nous parle de la dépression postpartum. L'arrivée d'un bébé chamboule le mode de vie et peut provoquer une série de tensions bien compréhensibles. Une sorte de vulnérabilité chez la maman qui a des conséquences comme la dépression postpartum. Différents facteurs sont à l'origine de cette fragilité émotionnelle chez certaines jeunes mamans, ce qui peut expliquer ce virage vers une dépression postnatale. Comment ces mamans atterrissent en consultation de psychologie le plus normal possible, c'est-à-dire comme les autres patients, comme les autres usagers, c'est-à-dire orientés par un psychiatre, soit au niveau du service là où je travaille, soit de l'extérieur, c'est-à-dire par un confrère, par une consoeur, le plus normal possible. Alors, ma façon de faire, elle est, je dirais, comme celle, je travaille avec elle, comme je travaille avec les autres personnes. Il n'y a pas quelque chose, je dirais, il n'y a pas un traitement particulier ou spécifique. Hein. C'est-à-dire qu'elles viennent pour une prise en charge psychologique dans le cadre d'une dépression postpartum. C'est-à-dire, la première des choses à faire, c'est de pouvoir un peu écouter cette maman, diagnostiquer un peu sa souffrance et en quoi je pourrais l'aider ici et maintenant. Comment je pourrais l'aider je dirais, qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle puisse s'occuper d'elle d'abord, et puis de son bébé et de son entourage. Le bébé blues, ce n'est pas une maladie, mais il faut savoir que si il y a le malaise, un mal-être qui s'installe, à ce moment-là, on commence à parler de la dépression postpartum. La maman n'arrive pas à expliquer, à parler de ce qu'elle ressent, parce qu'elle est censée être heureuse. Parce que je dirais, accoucher, avoir un bébé, c'est l'événement le plus heureux dans la vie. Mais parmi ces facteurs, il y a d'abord, je dirais, le facteur déclenchant, il y a tout un problème physique. Il y a ce qu'on appelle un bouleversement hormonal. Et puis aussi, ça dépend aussi de l'accouchement, de comment ça s'est passé, est-ce que c'est un accouchement facile, pas facile. Quand même, les accouchements difficiles restent quand même des facteurs de risque pour une dépression postpartum. Cette dépression peut être lourde de conséquences sur l'équilibre de la maman, mais aussi sur celui de l'enfant. Il y a quand même des symptômes qui sont très... parce qu'il faut savoir, quand on est dans une dépression postpartum, il faut pas négliger ça dans le sens où il peut y avoir un passage à l'acte. C'est-à-dire, la maman peut passer à l'acte. Il y a cette menace qu'elle se suicide. Dans ce cas-là, il faut traiter. Sauf que si on parle du traitement des médicaments, là, il faut savoir que quand la maman allaite, c'est très difficile de trouver une molécule qui convient à la maman, mais il y a toujours, un traitement qui est indiqué pour les dépressions postpartum. Entre-temps, entre les antidépresseurs, mais il faut savoir que ce n'est pas évident aussi de trouver des molécules, mais il y a beaucoup de mamans qui sont traitées sur le plan médicamental, c'est-à-dire au niveau qui viennent voir les psychiatres au niveau de notre consultation. Entre-temps, il y a tout le soutien psychologique pour la maman et pour toute la famille aussi. La plupart du temps, le traitement de la dépression postpartum comprend des antidépresseurs. Néanmoins, ces médicaments ne suffisent pas à agir sur les causes du mal-être et sur ses répercussions. Alors, docteur, on parlait justement des facteurs précipitants de la dépression postpartum. Oui, bien sûr, Madame Tico a donné quand même des indications extrêmement intéressantes. Plaisir de la revoir d'ailleurs. Et voilà, elle a parlé des symptômes de la dépression et éventuellement du traitement de la dépression. Mais avant ça, il y a toutes les alertes qu'on doit avoir quand une femme accouche et qu'elle commence à être différente de ce qu'elle devrait être. De ce qu'elle était avant. Voilà. De ce qu'elle était avant, d'accord. De ce qu'elle était avant ou de ce qu'elle devrait être, parce que, encore une fois, comme le dit Madame Chicou, c'est un événement heureux et normalement, elle doit être
heureuse, comblée, voilà. Oui. Mais il est évident, déjà quand on est au premier enfant, c'est un état d'esprit particulier. Une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience, beaucoup d'inquiétude, mais en même temps beaucoup de joie. Et maintenant, aussi, il y a tout ce problème bon, quand on a par exemple 2, 3 filles chez nous, il faut avoir le garçon, c'est comme ça. Oui. Bon, Est-ce que justement le fait ça de interfère. vouloir un garçon ou vouloir une fille, le sexe du bébé peut, Oui. ce stress-là peut entraîner une dépression postpartum carrément? Non, c'était ce qu'on appelle les facteurs précipitants. S'il y a une fragilité, Oui. il est évident que si j'attends, bon maintenant avec l'échographie, on a tendance à connaître le sexe du bébé, oui. quoique il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas connaître le sexe du bébé. Et puis il y a toute cette famille qui attend, surtout si on est marié au fils aîné. Mais enfin, c'est des facteurs garçon, multiples. oui. Et c'est le garçon est le porteur du nom. Parce que sinon, la femme, quand elle n'a que des filles, n'existe pas. Hein, de toute façon, du point de vue. Donc il y a ces petits facteurs qui semblent anodins, mais qui comptent énormément. Et quand on a un entretien avec une maman qui est en difficulté, pouvoir avoir ces hypothèses-là dans la tête, c'est intéressant, parce que tout d'un coup, son regard s'illumine et elle dit oui, c'est ça le souci que j'ai eu. Peut-être que j'ai entendu une remarque, peut-être que ma belle-sœur vient d'accoucher, elle a son 3e garçon, et ainsi de suite. Oui. Donc vraiment, il faut contextualiser. Moi, en tant que thérapeute de famille, je ne peux pas voir qu'une seule personne. En dehors de la dyade mère-enfant, j'ai plein de monde dans mon bureau, même s'ils ne sont pas présents. Oui. On les évoque. Voilà, et donc tous ces facteurs-là, il faut y être attentif, en dehors du symptôme. Oui. Parce que le symptôme, de toute façon, ça se règle. Comme disait Madame Chicou, on reçoit ces personnes comme toutes les autres personnes. On fait le bilan diagnostique, Oui. et puis on dit, Madame, prenez des antidépresseurs, mais aussi, il faut aussi travailler sur le fait que le deuil d'un garçon, il y a comme disait Madame Chicou, il y a des accouchements qui se sont mal passés. On retravaille l'histoire traumatique. Parce que j'ai entendu, moi, parfois des histoires traumatiques d'accouchement où, par hasard, on n'a pas été totalement bien pris en charge et qu'on s'est retrouvé dans des situations où on a fait des rencontres avec la mort. Donc l'accouchement difficile peut favoriser... Oui. Peut favoriser, et évidemment le risque, il y a le risque vital, mais celui-là il vient à la fin parce que je pense qu'il y a des symptômes d'alerte bien avant cette histoire de passage à l'acte, comme disait Madame Chicou. Justement, le passage à l'acte, c'est quand même effrayant quand on écoutait le docteur qui disait la maman peut passer à l'acte. Peut passer à l'acte dans quel sens? Peut se faire du mal à elle-même parce qu'elle se sent mal de ressentir ce genre de choses? Je pense que c'est un pourcentage assez faible. Parce que d'abord, autour d'une femme qui accouche, il y a du monde, de un. Donc s'il y a des choses qui s'installent, on va les remarquer, on va se poser des questions et on va dire, bon, il faut trouver une solution, qu'elle soit magique ou religieuse, ça peut soulager parfois, mais il faut qu'on trouve une solution. Et on atterrit en général chez le thérapeute avant qu'il y ait ce passage à l'acte. Parce que naturellement, et c'est inhérent à l'humanité, c'est très difficile de se faire du mal ou de faire du mal au bébé, sauf s'il y a une personnalité réellement pathologique. Ça, on est dans un autre cadre, on n'est plus dans le cadre de la dépression. Voilà. D'accord. Donc, sinon, le risque le plus important, c'est le désintérêt pour le bébé. Tout ce qui passe dans la dyade mère-enfant est extrêmement important. C'est une espèce de composition, hein, comme une composition musicale. C'est la façon de porter, la façon de regarder, la façon d'allaiter. C'est vraiment une alchimie magnifique. Donc, la dépression postpartum peut altérer le lien entre maman et bébé. Exact. Oui. C'est pour ça que parfois, quand on doit traiter, on doit donner des médicaments, je dis souvent, écoutez, il faut arrêter d'allaiter parce que on ne peut pas allaiter et prendre un traitement. Et les personnes me disent, mais non, je ne veux pas arrêter d'allaiter, mon fils a 1 an ou ma fille a 1 an. C'est difficile parce que pour certaines mamans, allaiter, c'est la meilleure des choses, c'est le meilleur qu'elle puisse faire avec son enfant, et puis c'est un lien assez spécial qu'on peut avoir avec le bébé. Donc est-ce que le fait de devoir arrêter l'allaitement ne complexifie pas un peu la situation et ça ne va pas encore attrister encore plus la maman? C'est vrai que si on n'a pas la bonne explication, c'est un deuil incroyable que de dire, bon, je ne vais pas passer mon lait, c'est un lien spécial. Mais si on connaît bien les théories du développement,
et qu'on sait qu'il y a le handing, c'est-à-dire la façon de porter le holding, l'object presenting, et tout ce qui est les éléments alpha, bêta, tout ce qui se passe entre cette diade, si ça se passe mal parce que justement notre timide, c'est-à-dire notre humeur est affaissée et qu'on on ne transmet rien à l'enfant, si on lui transmet du lait et que ce lait est de mauvaise qualité et que la qualité relationnelle n'est pas bonne, j'explique souvent aux mamans qu'un bon biberon et une bonne qualité relationnelle vaut tout l'or du monde, hein, je veux dire, voilà. Parce que le lait, même la qualité du lait après n'est pas bonne. Très bien. Quels sont les symptômes qui devraient nous alerter réellement, à part la tristesse et le caractère, enfin la femme qui change, qui n'est pas forcément heureuse? La tristesse, le désintérêt, l'irritabilité, le manque d'investissement des activités quotidiennes, c'est-à-dire se réveiller, bon, dans le cas de l'accouchement, c'est se réveiller le soir pour donner le biberon, quoique maintenant les tâches sont partagées. Hein. Oui, dans certains couples, ça va, on arrive à partager les tâches, une fois papa, une fois maman. Voilà, donc, quand il y a le biberon, quand il y a l'allaitement, c'est la maman qui se réveille. Et puis voilà, quand on ne voit pas tous ces liens-là, c'est comme si on observait un contexte et puis qu'on voit des liens comme des hashtags partout et on se dit mais alors il y a quelque chose qui ne va pas et c'est là qu'on se pose des questions. Oui, voilà. À quel moment consulter? C'est très variable, c'est selon le degré d'inquiétude de l'entourage. Parce que la maman elle-même ne va pas demander à consulter, mais c'est soit la maman, soit la grand-mère maternelle, soit la grand-mère paternelle qui dit écoutez, ça ne va pas, il faut qu'on aille voir le docteur éventuellement. Et ainsi de suite. Qui consulter dans ce cas-là? Un psychologue, un psychiatre? Bah, écoutez, même si on consulte un psychologue, le psychologue maintenant sait que quand il faut traiter du point de vue médical, il oriente systématiquement chez le psychiatre. Mais la personne qui traite la dépression, c'est le psychiatre. D'accord. Et combien de temps dure une dépression postpartum? Ça peut durer jusqu'à combien de temps? Elle apparaît durant la première année. D'accord. Et puis, les symptômes peuvent apparaître à un moment ou à un autre de la première année, selon les facteurs précipitants dont on a parlé, qui sont encore multiples. Et puis, elle peut durer tant qu'elle n'est pas traitée. Il faut absolument la traiter. C'est-à-dire, sinon, les choses s'aggravent, le retrait se complique, le désintérêt pour l'enfant aussi. Et ça, c'est la pierre angulaire, c'est les problèmes d'attachement. D'accord. Voilà. Et comment rétablir, parce que le lien, on a dit que le lien était altéré entre bébé et maman, au moment de traiter, comment on peut rétablir le lien enfant-maman? Ah ça se fait automatiquement, c'est inscrit, je crois, dans notre génome, dans notre inconscient. On est avec cette relation vitale et affective, de quelque manière qu'elle soit. Il y a des mères qui sont plus distantes que d'autres, et ainsi de suite. Mais ce lien, il est fondamental, il est là, je veux dire. Donc, il se rétablit. Il se rétablit un jour ou l'autre. Oui, rapidement. Rapidement, après le traitement, il se rétablit. On ne sait jamais, parce que pour certaines femmes, le fait de faire la dépression et de voir qu'il n'y a pas de lien avec l'enfant, peuvent s'inquiéter et se dire c'est pas possible, je l'ai porté pendant 9 mois, il sort de moi, donc il doit y avoir un lien entre nous et ne pas voir ce lien se faire, c'est un peu difficile. Oui, c'est extrêmement tristant, c'est extrêmement inquiétant, c'est extrêmement étrange même, parce que c'est pas possible. La personne se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui m'arrive quand il y a des moments de lucidité, quand on sort de la lourde tristesse. Maintenant, la tristesse peut être légère aussi, hein, et à ce moment-là, la lucidité est encore plus importante, et c'est là qu'on peut-être la maman peut dire, écoute, il y a quelque chose qui cloche, dire à sa sœur ou à son mari ou à quelqu'un de proche d'elle, il faut que j'aille consulter parce que je trouve que la qualité du lien, j'ai pas beaucoup d'intérêt, je laisse mon enfant souvent seul dans le berceau, je ne suis pas sensible à ses cris, à ses pleurs, il faut que quelqu'un m'appelle, on me dit ça fait 10 minutes qu'elle pleure ou qu'il pleure, il faut aller voir le bébé, et tous ces petits signes-là sont des signes qui sont indicateurs d'un mal-être. D'accord. Voilà. Est-ce que la dépression postpartum peut concerner les hommes aussi? Oui, évidemment, parce que chez nous, on vit en général selon le mode famille élargie, quoique ces derniers temps, il y a quand même des familles nucléaires où il y a papa, maman, les deux travaillent, maman est en congé de maternité, exemple, hein, je prends un cas de figure, il y a un tas de constellations possibles. Et puis, voilà, et puis papa, il voit que maman n'arrive pas à s'occuper du bébé, il met la main à la pâte, et puis il s'inquiète du coin de l'œil
pour son épouse qui est fatiguée, qui n'arrive pas à se lever du lit, qui n'arrive pas à faire, à envisager une journée, je veux dire, en dehors de la relation mère-enfant. Et donc, il est obligé de travailler, de s'occuper de son épouse et du bébé. Ça fait beaucoup. Oui. Et souvent, ça donne une espèce de fatigue, d'épuisement, de burn-out, même si ce n'est pas un burn-out professionnel, mais d'épuisement. Burn-out, oui, parental. Du papa. Dans les cas de, même s'il y a quelqu'un de la famille qui vient à la rescousse, quand le couple est comme ça, assez lié, et le papa concerné, il est évident qu'il peut être touché. On a vu des dépressions du postpartum qui concernent des papas. Donc ça ne concerne pas que les mamans. Voilà. Et en consultation, est-ce que pour une dépression postpartum, vous êtes thérapeute de famille, est-ce que vous recevez toute la famille pour la dépression postpartum ou c'est juste la maman toute seule? Ben, les dispositifs en général sont très variés, mais plus il y a de monde, plus ça m'intéresse moi. Donc, et même quand le papa ne vient pas, je demande à ce qu'il vienne pour qu'il comprenne un petit peu ce qui se passe. Oui, pour qu'il ne soit pas en dehors de tout ça. Son inquiétude, pour qu'il ne soit pas exclu. Ouais. Déjà, comme vous dites si bien, Monia, dans la diade mère-enfant, c'est très difficile de mettre. Oui. C'est vrai que les mamans ont tendance à s'accaparer un peu le bébé, l'enfant. Voilà, le papa est content qu'on lui laisse un peu de place, qu'il puisse, dans cette perplexité, pouvoir comprendre ce qui se passe. Et on lui donne des tâches, on prescrit des tâches, on les revoit la semaine d'après pour pouvoir vérifier que les choses évolue vers la stabilité, en tout cas. Très bien. Voilà. Est-ce que la pandémie, la situation actuelle que vit le monde entier, est-ce que ça a aggravé un peu la situation où il y a plus de dépression postpartum vu la situation sanitaire actuelle? Oui. Alors, il y a deux aspects de la situation sanitaire actuelle. Il y a cet aspect où c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude. Et dans le mental d'une maman qui est inquiète, il est vrai qu'on transmet l'inquiétude. Il y a aussi cette incertitude par rapport au lendemain. Quand on donne un enfant, on est parti pour quand même quelques décennies. Oui. Et donc, l'incertitude, c'est un facteur qui augmente l'inquiétude. Donc, peut-être qu'il augmente la protection par rapport à l'enfant. L'excès de protection est aussi un facteur qui n'est pas forcément bon pour l'enfant parce que il y a ce qu'on appelle, il y a les mères thérapeutes, les mères qui sont excessivement protectrices, et puis les mères, ce qu'on appelle les mères suffisamment bonnes. Bon, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, mais la mère suffisamment bonne devient plus protectrice, plus inquiète, sans compter que voilà, on peut être enfermé dans un espace. Vu le confinement qu'on a subi, oui. Et ces formes de couvre-feu. Et bon, il y a l'aspect où le papa est plus souvent à la maison. Parce que souvent, quand il y a un accouchement, la maman est occupée avec son enfant. Elle se retrouve souvent seule avec l'enfant. Voilà, mais bon, ça ne la dérange pas trop au début parce que, voilà, elle est dans une espèce de plénitude de cette relation. Et puis, bon, que le papa rentre un peu tard, c'est pas grave. Qu'il passe voir sa mère avant de rentrer, c'est pas plus grave non plus. Ainsi de suite. Mais il y a un autre. Donc le facteur dont on parlait tout à l'heure, c'est cette inquiétude. Le troisième facteur, c'est quand le couple démarre ou est dans une phase, parce que c'est pas forcément qu'il démarre pas forcément, c'est pas forcément le premier enfant, mais il est dans une phase une situation de crise ou banale, anodine, et donc la présence du papa est là, le papa est là parce que le couvre-feu ou le confinement oblige. Il faut régler en psychothérapie en même temps le problème du couple, donc le couple conjugal et le couple parental. Et faire des sauts thérapeutiques entre le couple conjugal et le couple parental, c'est une... il ne faut pas oublier de le faire, voilà. Il ne faut pas oublier de le faire parce que des fois on se concentre sur la maman qui est déprimée, l'enfant qui est en difficulté, mais il y a tout ce qui se passe autour. D'accord. Ça se transmet au bébé, le mal-être de la maman, parce que les bébés sont, on dit qu'ils sont une éponge? Oui, ce sont des éponges, et puis il y a un tas de théories du développement qui ont travaillé de longues années avec des statistiques et tout, qui disent que la diade mère-enfant est quelque chose d'exceptionnel en matière de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend. Déjà qu'on entend et on ressent dans l'utérus,
alors après, dans la façon d'être en relation avec son enfant, on digère même les pensées quelque part. Hein. Et voilà, bon, c'est merveilleux, c'est très riche. On en parlerait pendant des heures. Hein, c'est pas... Voilà. Alors, on rappelle un petit peu les symptômes pour un peu rappeler aux téléspectateurs à quel moment il faut consulter. Oui. Et on va rassurer aussi avec des conseils. Alors, les symptômes qui nous poussent à consulter sont... C'est surtout les symptômes liés aux liens d'attachement. Pour moi, c'est primordial. Un, les liens d'attachement, parce qu'il y a un enfant et un être humain en jeu. Deux, la détresse, bien sûr, de la maman. Oui. Et la détresse de l'entourage, des personnes proches de la maman. Mais la détresse de la maman et les liens d'attachement sont des priorités. D'accord. Voilà. Et des conseils qu'on pourrait donner? Les conseils, c'est bien sûr être vigilant, mais je pense que les gens le sont. Plus on traite tôt, mieux ça se passe. Si on laisse les choses s'altérer, il est évident qu'on peut hériter, par exemple, à la consultation d'un enfant qui ne réagit pas. Et à ce moment-là, il peut y avoir des erreurs diagnostiques dans le sens de l'autisme. Parce qu'en fait, il y a une désafférentation, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas reçu les stimulus adéquats pour se développer, parce que le cerveau se développe grâce aux stimuli qu'il reçoit. Il y a des zones du cerveau qui se développent, il y a le cortex aussi qui devient plus performant, il y a la symbolisation, ainsi de suite. Donc ça, les conseils, c'est traiter tôt, vraiment traiter tôt et être vigilant au malaise, même au petit malaise de la maman et à la relation mère-enfant. Très bien. Et ça se traite et on en guérit? Parfaitement. Très bien. Parfaitement, surtout consulter parce que vraiment ça sauve une vie et ça règle d'autres problèmes puisqu'on est en face d'un psychothérapeute et c'est tout simple, c'est tout simple. Voilà. Il faut dire aussi aux mamans, dès qu'elles se sentent mal ou qu'elles sentent cette tristesse et ces symptômes-là qu'on vient de... Il faut pas se dire non, je ne vais pas en parler, comment on va me regarder, parce qu'on est censé être heureuse parce qu'on vient d'avoir un bébé, c'est un heureux événement. Et à ce moment-là, on ne se sent pas comme ça et on culpabilise de ne pas le ressentir. On a peur un peu du regard des autres. On a peur de cette image que la société aussi impose. La maman très heureuse parce qu'elle épanouie et c'est difficile, donc à ce moment-là il ne faut pas hésiter à consulter, à en parler à son entourage. Bien sûr, sauf que là les signaux d'alarme sont peut-être plus précoces parce qu'il ne s'agit pas d'une seule personne. Oui. Donc quand on est seul, on peut cacher, on peut s'arranger, on peut faire semblant de sourire, quoique l'expert voit la tristesse dans le regard, mais pour la famille, bon, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et quand on est deux, il y a un lien. Et quand il y a le lien et qu'il est altéré, ça se voit tout de suite et ça inquiète l'entourage. Très bien. Voilà, alors pour toutes les mamans du monde qui sont en difficulté, en tout cas d'Algérie, hein, ou d'Algérie, voilà, il y a toujours des solutions. Des solutions rapides, efficaces, qui soulagent. Très bien. En tout cas, c'était très intéressant de parler de dépression postpartum et du baby blues. On en a appris beaucoup. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez appris pas mal de choses. Alors, je rappelle, vous êtes docteur Amel Bendahou, vous êtes psychiatre et thérapeute de famille. Merci encore d'avoir débattu avec moi. Merci à l'émission, merci à l'ensemble de l'équipe et merci à vous, Monia. Très bien. Voilà. Et tout de suite, nous passons à la rubrique Conseils pratiques. De retour sur le plateau de votre émission Ma famille, ma vie. Et tout de suite, nous allons rester dans le monde des bébés et nous allons parler de quelque chose qui arrive au bout de la 3e semaine après la naissance de bébé. Tout est beau, tout est joli au début, mais les coliques arrivent, les fameuses coliques du nourrisson. Et nous allons en parler aujourd'hui avec Dr Samia Wadahi. Vous êtes pédiatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir à tout le monde. Donc, les coliques du nourrisson. On n'est pas prévenu. On n'est pas prévenu. Il faut donc d'abord dire qu'il ne s'agit pas d'une maladie. La colique du nourrisson. Les coliques du nourrisson, ce n'est pas une maladie. Et en fait, ce qui fait que souvent ce sujet est récurrent sur les plateaux de télé, c'est qu'en fait ça génère beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude et surtout un sentiment d'impuissance chez les parents. Mon bébé souffre, je ne sais pas ce que je peux faire et je n'arrive vraiment pas à le soulager. C'est ce qui fait que finalement pour nous, donc les pédiatres, une grande part de la prise en charge des coliques du nourrisson sont la guidance des parents. J'apprends
aux parents qu'est-ce que c'est que les coliques, comment ça se passe, comment ça vient, est-ce une maladie ou pas. Donc je les guide et je les accompagne dans cette épreuve qui est une épreuve finalement obligatoire et naturelle. Très bien. Alors voilà. Qu'est-ce que c'est que les coliques? Justement, qu'est-ce que c'est que les coliques? Eh bien les coliques, ce sont ces crises de pleurs, ces crises de larmes qui sont inconsolables, qui vont survenir. Vous aviez dit tout à l'heure, 3e semaine, parfois c'est avant, c'est vers la 2e semaine, parfois même dès les premiers jours de vie, qui vont aller en s'aggravant, qui vont s'aggraver jusqu'à donc les premières semaines, jusqu'à atteindre un plateau. Et puis à partir de là, elles stagnent et puis progressivement, elles vont s'améliorer, elles vont disparaître de façon, j'allais dire, naturelle, voilà, vers le 4e, 5e mois. Parfois, elles peuvent aller même jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc, pendant ces crises-là, l'enfant, il est dans un inconfort. Donc, il gigote, il rougit, il a la face érythrosique, il paraît en colère, il a les poings fermés, il a les jambes qui sont sur le ventre et on voit un ballonnement du ventre. Et souvent, ça se termine par une émission de gaz ou bien par un rot. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'on les a appelés d'abord coliques, en référence au côlon. Mais au final, donc, on s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas d'une douleur abdominale. Les coliques ne sont certainement pas en rapport avec des douleurs abdominales ou autres douleurs. Mais c'est une douleur. C'est une douleur. On ne sait pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une douleur parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on peut donner comme médicament ne soulage pas. Donc tous les antalgiques qu'on donne, tous les antispasmodiques, rien ne marche. Donc, ça n'est pas une douleur. C'est pour cela que maintenant, on pense plutôt, on se dit c'est un syndrome comportemental. C'est-à-dire que ce nourrisson, ce jeune bébé, ce nouveau-né qui arrive comme ça, donc en extra-utérin, il a besoin de s'adapter. Il a besoin. Donc, c'est une période d'adaptation à la vie extra-utérine. Tout en lui est immature. Son système digestif, donc son système hormonal, immunitaire. Et il y a aussi l'horloge biologique qui doit se mettre en place avec donc installation du rythme sommeil-veille. Donc tout ça, et puis il faut aussi qu'il gère tous ces stimuli sensoriels qui sont autour de lui. Il était bien au chaud dans le ventre de sa maman, et puis il est dehors, et il a besoin de s'adapter. Ceci génère chez lui donc certainement un stress qui fait que donc je stresse, parce que le seul canal finalement de communication qu'a le bébé, c'est pleurer. Donc je suis stressée, je ne comprends pas bien les choses, qu'est-ce que c'est que ces bruits? C'est pas les mêmes que j'entendais dans le ventre de maman. Maman, elle m'a l'air stressée, donc ça veut dire qu'elle ne sait pas peut-être me prendre en charge, donc je stresse aussi. Et que fait le bébé? Je stresse, je pleure beaucoup. Et finalement, c'est un peu ça. Donc, c'est plutôt des facteurs, on va dire, psychologiques, d'adaptation à la vie extra-utérine. Et c'est pour ça que, finalement, c'est peut-être pas une douleur. L'enfant ne sait s'exprimer que par les pleurs. Je ne m'adapte pas, je ne comprends pas beaucoup de choses, je pleure. Voilà. Donc, c'est un inconfort. Donc, c'est plus un inconfort, un stress qui fait que, voilà, l'enfant s'exprime, il s'exprimera par des douleurs. Et c'est ça qui doit rassurer les parents, c'est que peut-être il n'a pas mal, mais il est là, il s'affirme, il pleure, je suis là, je pleure. Voilà, il faut m'accompagner, il faut me rassurer. D'accord. Voilà. Justement, quelles sont les solutions? On connaît les tisanes miracles. Les solutions, oui. D'abord, je vais dire aussi, est-ce que je dois consulter? Oui. Certainement, hein, tout le monde consulte. Quand on a un nouveau-né, tellement dès dur qu'on a quelque chose de nouveau. Voilà, on ne comprend pas qu'on se dit, allez, on arrive même parfois aux urgences la nuit. Voilà, parce que c'est tellement important. C'est des crises de pleurs qui peuvent durer de 2 à 3 heures. Inconsolable. D'accord. Voilà. Donc, oui, parce que je vais consulter justement dans le sens d'avoir cette guidance où le pédiatre, après avoir examiné mon enfant, me dira non, c'est des coliques. Alors, mais il faut savoir que justement, l'enfant qui présente des coliques, en dehors de cette crise, de la période de crise, il est normal. C'est-à-dire, je mange bien, je dors bien, je grossis, je n'ai pas de diarrhée, je n'ai pas d'autres symptômes. Je n'ai pas de constipation, je n'ai pas de sang dans mes selles, je ne vomis pas, je régurgite. Attention,
Il va vomir, il fera ses petits vomis, mais ce sont des régurgitations qui accompagnent aussi les coliques et qui ne sont pas de vrais vomissements. D'accord. Voilà, donc c'est à cette occasion, justement, que vous allez découvrir que votre enfant n'a que des coliques du nourrisson, qu'il suffit juste de l'accompagner. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un traitement? Oui. Il n'y a pas de traitement. C'est ça, donc c'est décevant, mais il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement parce qu'on ne considère pas ça comme une maladie. Et puis tout ce qu'on a donné comme médicament n'a pas marché. Donc, il n'y a pas de médicaments et donner des médications serait une surmédicalisation. Je n'ai pas le droit de donner. D'accord. Voilà. Et les fameuses tisanes? Justement. Donc, il y a les petits moyens. Les petits moyens qui peuvent, voilà, les fameuses petites tisanes de graines de fenouil, de camomille. On peut même donner une pipette de tisane avec des grains de fenouil avant le biberon. Donc, ça, c'est permis. Le cumin, on le déconseille actuellement. Donc, on autorise surtout, ça a été validé pour le fenouil, pas pour le cumin. Donc, on se contentera de un peu camomille, parfois même des graines d'anis, du fenouil, mais pas plus. D'accord. Voilà. Et puis, alors attention, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent l'allaitement maternel se disant que c'est mon lait qui n'est pas bon. Exactement. Attention. Donc, pas de sevrage, pas d'arrêt d'allaitement maternel qui est une bénédiction. Donc, attention, n'arrêtez pas votre allaitement parce que votre enfant a des coliques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Justement, pour les enfants qui sont sous lait maternisé, il y a ce qu'on appelle les petits laits de confort. Les laits de confort, donc il y a souvent la lettre C qui accompagne. Voilà, donc, ce sont des laits de confort qui sont un peu plus digestes, qui ne sont pas miraculeux donc, dans leurs résultats, mais ils vont diminuer un peu, on va dire, réduire la durée des pleurs. Donc, pourquoi pas? Et aussi, les parents, ne passez pas d'un lait à un autre. Il ne faut pas trop changer de lait. Parce qu'il ne faut pas changer de lait. C'est un passage obligatoire. Quel que soit le lait, il vous fera ses coliques. Prenez un lait confort. Ça aidera peut-être, mais ne changez pas de gamme, ne changez pas de marque. D'accord. Voilà. Et puis, dites-moi, oui, pour les mamans qui allaitent, est-ce que leur nourriture, ce qu'elles mangent d'habitude, est-ce que ça joue parce que ça passe dans le lait? Par exemple, le chou. Oui, il est inutile de faire un régime. D'accord. Ça n'a pas été validé. Apparemment, il n'y a pas de lien. Mais on va dire aux mamans, mangez équilibré, évitez quand même tout ce qui est indigeste. D'accord. Même si ce cas n'a pas été validé, on ne sait pas, mais apparemment non, mais quand même, soyez un peu, mangez équilibré. Équilibré. Voilà. Et puis, il y a surtout, on apprend aux parents à faire les petits massages. Justement, les massages. Voilà, les petits massages. Donc, il faut mettre en sécurité l'enfant, donc le surélever un peu sur un coussin, prendre un peu d'huile pour pouvoir glisser sur son ventre. Oui. Il faut glisser, il ne faut pas l'énerver. Le pot à peau sec, donc il faut glisser et on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, de bas vers le haut, dans le sens des aiguilles d'une montre, on remonte un peu les petites cuisses sur le ventre, ça peut soulager un peu. Et en fait, ce qui est très très important, c'est de dire aux parents que votre enfant est stressé. Donc, il faut juste l'accompagner pendant ces crises de pleurs. Il faut peut-être vous isoler avec lui, c'est-à-dire dans une ambiance calme, le rassurer, chuchoter dans son oreille, chanter, bercer, même parfois emmailloter pour une petite période, le poser sur le ventre, sur le bras. Donc, on doit le promener dans l'appartement, le mettre dans sa poussette, le mettre dans le kangourou. Oui. Donc, l'enfant, les coliques, c'est surtout le stress. C'est l'enfant qui est stressé. Stress. Par exemple, une maman qui allait et qui est stressée. Justement. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que l'enfant, c'est comme une éponge à stress. Je sens que maman est stressée, et ben, je vais pleurer. Je vais pleurer. Et si la personne qui essaye de me calmer au moment où j'ai la crise, je sens qu'elle est stressée, et ben, je vais pleurer de plus belle parce que il y a un problème. Une maman qui fait un baby blues ou une dépression postpartum, ça va être un peu difficile. Bien sûr, ça va être. C'est pour ça qu'il y a donc, le papa qui intervient. Il faut aider la maman dans cette situation-là. Et justement, j'insiste sur un point, ces crises-là, elles sont parfois tellement importantes qu'il y a une crise familiale, il y a une situation de crise. Et attention à la maltraitance.
La maltraitance, c'est ce fameux bébé secoué. Attention, attention, attention. C'est une situation normale. C'est pas la faute à bébé. C'est pas qu'il a un mauvais caractère. Le pauvre, il s'adapte. Il vient de naître, donc il peut pas. voilà, Oui. je suis là pour l'aider et je lui montre que moi je suis zen. S'il ressent que je suis, donc montrez que vous êtes calme, que vous n'êtes pas inquiet, que tiens bébé, tu as tes coliques, tu n'as rien. Et voilà, je t'accompagne. Donc, attention, attention à cette maltraitance. Si on voit qu'on est mal, si la maman voit qu'elle se sent mal ou qu'elle n'est pas apte à pouvoir calmer son enfant, vaut mieux qu'elle se calme et qu'elle se retire et toute puis, il faut seule déléguer. dans son coin. À ce moment-là, je délègue à la grand-mère, je délègue au père, je délègue à quelqu'un qui peut m'aider dans cette situation. Et il faudrait que ça soit... La personne, il faut qu'elle soit calme. D'accord. Je suis calme, j'arriverai à calmer ce bébé. D'accord. Il sent que ça ne va pas, qu'il s'inquiète, et ben moi aussi je vais pleurer. Il va ressentir et absorber toutes les mauvaises ondes. Donc ressentir ça et absorber et continuer dans sa détresse, parce que c'est une sorte de détresse. D'accord. Et est-ce que c'est vrai que les coliques sont plus fréquentes le soir que la journée? Oui. Alors voilà, c'est ça. C'est que tout ce qui est... Parce qu'il pourrait aussi y avoir une petite inflammation. Et puis le soir, il y a la peur, parce qu'il n'a pas encore cette horloge biologique. On me pousse à dormir, mais moi, en fait, je n'ai pas envie de dormir. Et puis, tout change la nuit, tout est plus sombre. Donc, peut-être qu'il y a une peur de la nuit. Et c'est pour cela que l'enfant est encore plus stressé la nuit. Peut-être qu'il revit un peu la journée, la nuit, il ressasse un peu. Absolument. Donc, et puis, tous ces bruits qu'il a eus, qu'il ne comprend pas encore. Et puis, finalement, tout va aller pour le mieux. Et au final, voilà, l'enfant vers 4-5 mois n'a plus ses coliques. Très bien. Et voilà, c'est un peu la vraie vie qui commence. Voilà, c'est une première épreuve de la vie, mais qui est bénigne, qui est transitoire et qui s'estompe de façon naturelle, sans médicaments. Donc, aux parents de comprendre cela et d'accompagner, ne pas stresser, accompagner juste votre enfant. D'accord. Et un dernier point, alors ne demandez surtout pas d'examen complémentaire à votre médecin, à votre pédiatre, il ne vous fera ni écho ni radio. Voilà, on vous explique ce que c'est et on ne va pas investiguer. Il n'y a pas d'investigation dans ces cas-là de colique. Oui. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, c'était très intéressant. Merci encore, Dr Samia Wadahi, vous êtes pédiatre. Oui. Merci encore. Merci, merci à vous. Merci. Et tout de suite, nous passons à l'info de la semaine avec Leïla Djabour. Place à la rubrique l'info de la semaine avec Leïla Djabour. Leïla, bonsoir. Bonsoir Mounia, bonsoir chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous avons donc une invitée avec nous. Il s'agit de Esma Bouhired. Alors elle est fondatrice de cette belle solution qui est anti-gaspi. Donc bonsoir Esma, comment ça va? Bonsoir Leïla, bonsoir Mounia, bonsoir chers téléspectateurs. Ben, ça va, merci. Alors, c'est votre premier passage avec nous. Exactement, très belle ambiance en plus. On est ravis de vous avoir. Alors, vous avez créé cette solution qui est donc anti-gaspi. Oui, et ça fait partie de cette économie circulaire. Exactement, Leïla. Donc, Anti-Gaspi, en fait, on essaye de travailler au jour d'aujourd'hui sur l'économie circulaire plutôt, et on contribue beaucoup plus, en fait, on essaie de se spécialiser beaucoup plus au jour d'aujourd'hui sur les denrées alimentaires, donc la valorisation des aliments qui sont destinés à être jetés ou bien détruits. Oui. Donc, voilà, donner une seconde chance à ces aliments-là. À ces aliments, sachant qu'on gaspille beaucoup durant l'année, même au quotidien. Vous parlez d'une solution, alors concrètement, c'est quoi cette solution? En fait, c'est une application téléchargeable qui sera bientôt opérationnelle, Inch'Allah, Mahamdan. Donc, sur Android. Oui. Donc, elle permet aux commerçants en fait, de mettre leurs produits promotionnels périssables qui sont périssables plutôt, voilà, via la plateforme, donc en photo. Donc, pour subvenir aux besoins du consommateur. Donc, afin d'acheter des produits promotionnels, c'est-à-dire à prix réduit. À prix réduit, exactement. Au lieu de les jeter, hein, parce que c'est ce qui se fait généralement dans les grandes surfaces ou dans les magasins. Et c'est vrai que cette application va changer beaucoup de choses. Exactement. Et on appelle d'ailleurs les commerçants à la télécharger, c'est très important. Il faut savoir que Anti-Gaspi a été créé il y a déjà plus d'une année.
Ah oui, exactement. J'aime bien. Ah oui, oui, exactement. effectivement, parce qu'il y avait la période du Covid on était obligé de faire un break, mais pas pour Anti-Gaspi, parce qu'en fait, on essayait de travailler de plus en plus sur la solution, qui est une application téléchargeable, afin de subvenir aux besoins des gens, se mettre à leur place. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner, pour enrichir l'économie, pour protéger aussi l'environnement et surtout pour soutenir les personnes les plus démunies ou bien les personnes nécessiteuses grâce à cette application. Donc, effectivement, Layla, elle a été créée en 2019. D'ailleurs, elle a même été félicitée et elle a été sélectionnée par le ministère de l'Environnement sur 1500 porteurs de projets. Et au jour d'aujourd'hui, on est incubé, donc Anti-Gaspi est incubé chez l'incubateur Wombwork. Donc Wombwork, c'est un incubateur féminin, donc il favorise la femme, même les femmes qui sont à l'intérieur du pays, afin de développer des solutions, leurs hobbies aussi. Tout donc, comme vous l'avez fait. À partir de chez moi, j'ai commencé à partir de chez moi, donc pour soutenir aussi la femme pour créer sa propre société. D'ailleurs, on appelle également les femmes, les artisanes, à pouvoir intégrer cet incubateur. Exactement. Qui a fait un travail remarquable durant cette année, puisqu'elles ont été récompensées il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a eu une estimation, on va parler de cette estimation, en 2021 sur donc, le gaspillage. Et c'est, je pense, de là aussi qu'a été décidée cette application. Exactement, c'est vraiment déplorable. 2000 milliards de dinars en termes de denrées alimentaires. Je dis bien 2000 milliards de dinars en termes de denrées alimentaires qui ont été jetées, gaspillées. Et ça a été évoqué par la loi de finances en 2021. Eh oui, donc c'est quand même un chiffre assez conséquent, un chiffre important pour 2021. On espère que grâce à ces solutions-là, il y aura moins de gaspillage en tout cas. Déjà, on commence au sein de la famille, c'est très important. On va parler... C'est une bonne idée aussi sur le... Vous avez choisi, la date n'a pas été choisie comme ça par rapport à Ramadan, parce qu'on a tendance... Exactement, donc on a tendance à gaspiller encore plus pendant Ramadan. Exactement, c'est là où la période où on gaspille le plus. Donc, Anti-Gaspi, c'est une petite plateforme, une solution. Enfin, quand on dit petit, normalement, c'est vraiment, pour moi, on essaye de défendre une noble cause. Donc, on est en train de tout faire pour que l'application soit opérationnelle avant Ramadan. Cela permettra aussi aux commerçants et surtout, Leïla, les boulangeries, les pâtisseries, le gaspillage de pain aussi, du pain. Ça permettra aussi à ces boulangeries et tout ce qui est artisanat de vendre leurs produits, parce qu'il faut savoir en fait, c'est des produits qui ne peuvent pas, en fait, un produit qui ne peut pas être consommé le lendemain. Donc, ils peuvent mettre en photo ces produits-là via l'application, les proposer à prix réduit. Et surtout, elle est téléchargeable gratuitement, cette application. Exactement. Donc, elle est accessible à tous les commerçants, les artisans, pâtissiers, boulangers. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Maintenant, c'est vrai qu'on parle de Anti-Gaspi comme étant la solution, mais on parle aussi de Winnelqa, qui est une association dont vous êtes bénévole dans la cellule sponsoring. Exactement. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a une grande campagne anti-gaspillage qui va être menée. Déjà, ça a été décidé, tout est prêt. Exactement, ça a été décidé par l'association Winnelqa, dont je félicite leurs actes et leurs gestes. Au jour d'aujourd'hui, on essaye de subvenir aux besoins de 2000 familles, c'est-à-dire 2000 paniers. Donc 2000 kouf, voilà. Voilà, Koufat Ramadan. Donc, on essaye de couvrir plusieurs wilayas, donc c'est entre 13 et 20 wilayas. Parmi ces wilayas, Oran, Tissemsil, Tizi Ouzou, Tipaza, Boumerdès, etc. Jusqu'à 20 wilayas même, c'est ce que j'ai Jusqu'à 20 wilayas, donc on sollicite vraiment les investisseurs en fait, ceux qui ont des produits périssables qui vont bientôt se périmer, genre la période du mois sacré, du mois de Ramadan, on leur demande, s'il vous plaît, aidez ces familles qui ont vraiment besoin de nous.
de vous aussi, pour Bashidjouzou, comme on dit, pour passer le mois sacré, le mois Ramadan heureux. Décemment. Voilà, en toute sécurité, en toute sérénité. C'est important. Et surtout avoir le grand sourire. C'est le mois de la piété et de la bienfaisance, vous le savez, Mounia, comme tous les Algériens. On essaye au maximum d'aider les autres à travers beaucoup d'autres associations qui œuvrent. Mais là, Winnelqa, c'est vraiment une campagne nationale qui va être lancée anti-gaspillage. Donc voilà, vous lancez un appel également, il y a un numéro de téléphone, donc on va le donner, on l'a ici, donc le 06 66 01 63 05, je répète, 06 66 01 63 05. Voilà, si vous souhaitez contribuer à aider pour ce mois sacré de Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Asma Bouhired, on rappelle donc l'application qui arrive très bientôt, anti-gaspi, téléchargeable sur Android. Et on demande à tous les commerçants, même s'ils ont des questions, ils peuvent appeler sur ce numéro, à tous les commerçants de télécharger l'application, de mettre leurs denrées alimentaires. De cette façon, ils vont acquérir de nouveaux clients aussi. Une entrée meilleure d'argent et surtout un geste pour l'écologie ainsi que l'humanitaire. Très bien. Voilà. Cette application. Vous retrouvez également Asma Bouhired qui est là sur les réseaux sociaux et vous pouvez, à travers les réseaux sociaux aussi, apporter votre aide. Voilà, même si c'est juste une aide physique, même niveau logistique, vous aurez toujours besoin de bénévoles. Donc c'est important. Exactement. Et ne gaspillez pas pendant Ramadan. On essaie le maximum de ne pas gaspiller. On va passer par par la solution, par l'application anti-gaspi qui va aider beaucoup de commerçants et qui va aussi rendre le sourire à beaucoup de consommateurs. Mais on peut déjà l'utiliser. Nous, à notre échelle, une petite famille peut très bien utiliser l'application en partageant ce qu'elle peut donner, par exemple. Exactement. En fait, on est en train de travailler sur un site web qui va aider beaucoup de gens, même les malades aussi, à avoir des petites recettes économiques, pas chères, et surtout la récupération. Si on peut évoquer un petit exemple, Leïla, par exemple les coquilles des œufs ou bien les épluchures de bananes, leur donner une seconde vie à des plantes par exemple ou à des masques pour le visage. Comme engrais ou comme engrais, voilà, exactement. Produits cosmétiques, pourquoi pas. Produits cosmétiques, aussi une idée. Même pour les malades aussi ou bien des personnes qui font un régime, ça pourrait vraiment aider ces personnes-là grâce au site. Donc on est en plein travail, on est en plein dedans. Ça n'a pas encore été lancé, mais on essaye de tout faire pour... Elle active sur le terrain. On essaye d'activer le maximum sur le terrain. On se tient au courant, vous avez une page Facebook qui s'appelle Anti-Gaspi, ça s'écrit comme ça se prononce. C'est un petit panier vert où il y a le signe biodégradable. Très bien, donc voilà. Si on a plus envie d'avoir plus d'informations... Voilà, pour les ménages par exemple, qui souhaitent en savoir plus, il y a les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Très bien, merci à vous, c'était très intéressant. Je vous souhaite bon courage et ne gaspillez pas. Voilà. Voilà, surtout ça. Voilà. La semaine prochaine? La semaine prochaine, Mounia. Très bien, Inch'Allah. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.